La suite de LCI Midi avec ce thème qui nous intéresse au plus haut point. Notre armée, victime de la guerre hybride lancée par Moscou, passé maître dans cet art. Vous allez le voir, les Russes multiplient les opérations de manipulation, de désinformation et de déstabilisation vis-à-vis de nos militaires. Qu'a dit à tel point justement que ces attaques contre la France, contre notre armée, cette guerre hybride menée par le Kremlin commence même sérieusement à alarmer Paris. Ah oui Christophe, c'est ce qu'on découvre dans justement les colonnes du Figaro avec ce titre, vous allez voir, accusation mensongère, images trafiquées, l'armée française visée par les manœuvres de déstabilisation russes. Un article qui met donc en lumière une série d'attaques, de fausses informations qui ciblent donc notre armée française et qui sont attribuées donc à des acteurs russes ou pro-russes. L'état-major français a donc, dans ce très bon article, recensé en fait toute une série d'opérations de déstabilisation dont l'objectif est évidemment de décrédibiliser l'armée française. Alors, parmi les exemples concrets, nos confrères évoquent donc une opération qui consiste en fait à suivre les déplacements de certains soldats, de tous les soldats français ayant effectué avant la guerre, c'est important, une mission à l'ambassade d'Ukraine et fait croire en fait que ces déplacements ont eu lieu pendant la guerre et donc que la France envoie actuellement des troupes françaises en Ukraine. Autre exemple très parlant, justement. On y apprend via les réseaux russes que la France envoie cette fois des mercenaires se battre aux côtés des Ukrainiens. Alors oui, des mercenaires français ont effectivement pu s'engager individuellement, mais il ne s'agit pas là d'une politique délibérée de l'État. Et puis cet autre extrait qui est très parlant et qui est mentionné ici, vous allez voir une opération, une campagne à viser cette fois les montres connectées appartenant à des soldats français en Roumanie, modifiant leur géolocalisation pour prétendre que ces soldats se trouvaient en fait en Crimée, c'est pas rien, Christophe. Alors on se souvient également du piratage du site du ministère français des Armées. Absolument, un gros coup, opération coup de poing vraiment qui portait évidemment, selon les autorités françaises, clairement la marque de la Russie. Alors c'est un faux site internet, regardez ce qu'avait tweeté, sur X, le message qu'avait publié le ministère des Armées. Donc ce faux site internet fabriqué donc par des Russes, donc appelait 200 000 Français à rejoindre les rangs de la France pour aller s'engager en Ukraine. L'idée était évidemment de semer la confusion et de suggérer une implication directe de la France dans ce conflit ukrainien. Alors, évidemment, on l'a compris, la France semble prendre la mesure de ce phénomène, de cette menace, mais alors, a-t-elle les moyens, finalement, de se défendre efficacement? Rien n'est moins sûr. Oui, effectivement. Et en plus, on se souvient de l'époque de feu Prigojine, le patron de Wagner. Il y avait des opérations de déstabilisation, notamment dans ces pays africains, dont on a été chassé depuis. On se souvient aussi de ces manifestations qui avaient été manipulées, et notamment même aussi d'un charnier qui avait été monté par les Russes. Voilà. Mais là, on avait réussi à contrer très très vite pour démontrer la manip. Grâce à une vidéo qui avait été publiée par drone. Ils s'étaient rendu compte qu'il allait se passer quelque chose. Ils avaient placé un drone, ils avaient pu déjouer le piège. C'est intéressant, Arthur, le fait que l'on soit directement attaqué. On va pouvoir se poser la question d'ailleurs, est-ce que c'est un peu ce que vous disiez, qu'a dit, pourquoi on n'est pas plus proactif? Le fait de s'attaquer à l'armée française, c'est un signe. Je crois qu'en Europe, on est le pays le plus visé aujourd'hui. Les Allemands aussi, beaucoup. Les Allemands, maintenant surtout avec l'arrivée de Friedrich Merz au pouvoir. Oui, et c'est pas un hasard si la France et l'Allemagne sont particulièrement visées par la Fédération de Russie ces derniers mois, parce que ce sont deux pays qui sont en train de déployer des soldats sur le flanc oriental de l'Europe. La France est présente militairement en Estonie et en Roumanie dans le cadre de missions de réassurance de l'OTAN. La France est également présente militairement en Pologne où elle forme des soldats ukrainiens en Pologne aux côtés de l'armée ukrainienne. Mais l'armée française est aussi victime de campagnes de désinformation à l'intérieur de ces pays, parce qu'on parle de soldats français déployés à Cincu en Roumanie. Moi, j'y étais la semaine dernière. Juste avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, des campagnes de désinformation pro-russes visaient l'armée française en disant que l'armée française se déguisait avec des habits de gendarmes et préparait un coup d'État en cas de victoire de George Simion, donc le populiste nationaliste roumain proche à la fois de Donald Trump mais aussi des positions de Vladimir Poutine. Il y a effectivement une campagne informationnelle menée contre l'armée française et aussi contre l'armée allemande qui va déployer une brigade en Lituanie. Effectivement, la Russie ne supporte pas que ces deux pays européens augmentent leur présence militaire sur le flanc oriental. Parce qu'elle a une espérance, c'est qu'effectivement les Américains partent du flanc oriental de l'Europe
diminue son nombre de soldats, mais si la France et l'Allemagne venaient également à déployer de plus en plus d'hommes, effectivement, ça pourrait venir un peu chagriner ses plans. Aglaé, parlons de ce ciblage. J'allais dire, c'est très russe. Cette guerre hybride dont on parle, elle a été pensée. Alors souvent, on l'attribue d'ailleurs à un personnage mis un peu de côté par Poutine, mais c'est pas totalement lui. C'est beaucoup plus vieux. C'est mais son l'idée, héritage. exactement, d'attaquer l'ennemi, c'est une guerre qui fait énormément de dégâts. Puis on verra aussi pourquoi on n'est pas très bon, ou en tout cas, on n'utilise pas les mêmes techniques. Mais d'abord sur cette idée russe de faire mal à l'adversaire en sous-main, de déstabiliser. Et ça fonctionne, on le voit. Non seulement déstabiliser, aussi changer l'opinion, et c'est les moyens qui étaient utilisés justement par feu Prigojine et sa ferme de trolls, comme on les appelait, avant qu'il soit le chef de compagnie Wagner. Il a été déjà impliqué dans cette dans ces méthodes de déstabilisation, d'annulation de position d'opposition russe aussi. Pourquoi ce qui a bien marché à l'intérieur ne peut pas être exporté? Et aujourd'hui, par exemple, j'ai vu que même le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fait une annonce qu'ils étaient aussi ciblés par les Russes, et leur ministre de la Défense a bien résumé, je crois, à l'affaire, que le caractère de la guerre change et le clavier devient une arme. C'est exactement ça. La Russie qui peine d'avancer avec la vitesse qu'elle veut sur le champ de bataille, elle va gagner les opinions comme dans les pays d'Afrique, et on l'avait vu, et ça a marché. La haine contre nos militaires, la façon dont on a été obligé d'abandonner parfois des pays et des casernes, ça participe. Moi, je me souviens encore des manifestations où vous aviez des drapeaux russes, des supporters russes, des militaires russes, et notamment parfois des écriteaux avec marqué « Vive Wagner ». Donc cette guerre-là, elle fonctionne. Oui, mais la guerre hybride a toujours existé. On pourrait même dire qu'elle commence avec le cheval de Troie, où on intoxique. Voilà. Même avant. Donc, ce qui est nouveau maintenant, c'est évidemment l'ampleur que permettent les nouvelles technologies. Alors, il y a un concept aujourd'hui qu'utilisent de plus en plus les spécialistes de questions stratégiques et de sécurité, c'est le concept d'arsenalisation. C'est-à-dire weaponization, c'est une mauvaise traduction en français de weaponization, c'est-à-dire que tout peut être utilisé pour la guerre, par la guerre, comme une arme. Alors, c'est le cyber, c'est les dessins animés, c'est tout ce qu'on peut imaginer, les médias évidemment, le pétrole d'immigration. On envoie des masses d'immigrés de la Biélorussie vers la Pologne, etc. Et effectivement, les Russes là-dedans ont beaucoup d'avance. Ils y pensent depuis longtemps. C'est une vieille tradition. Même à l'époque tsariste, c'était des grands spécialistes de l'intox, etc. Mais ce qui est nouveau de la part des Français, c'est que pendant très longtemps, on hésitait à attribuer. Oui, c'est la première fois officiellement. Vraiment, sauf si c'était au-delà de l'évidence. Oui, on avait des suspicions parce que les Américains sont pas mauvais, les Chinois sont très bons. Et maintenant, l'élément nouveau, c'est que les Français ont fini par dire bon voilà, maintenant il faut jouer clairement le jeu. Rappelez-vous, Emmanuel Macron disait nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Si, la Russie nous fait la guerre. Nous, on n'est peut-être pas en guerre, mais la Russie est en guerre avec nous. Et donc maintenant, les Français n'hésitent plus à attribuer. On fait pareil ou on est plus mauvais ou plus discret? J'ai pas l'impression que ça fonctionne dans les deux sens. En ce qui concerne l'Europe et surtout la France. Ça peut difficilement fonctionner parce qu'en Russie, ce qui se passe, c'est que ça s'adosse à une société dictatoriale où tout est sous contrôle, tout est maîtrisé, et c'est un jeu extrêmement pernicieux. C'est-à-dire qu'on fait croire là. On n'aurait pas le droit, nous, dans nos démocraties, de le faire. Non, c'est même pas une question de droit, c'est une question que on n'est pas dans du tout dans le même état d'esprit, que l'objectif n'est pas du tout le même. Vladimir Poutine réécrit totalement l'histoire. Dans les exemples que nous donnait Kadi, c'était faire croire à des opinions publiques, et je vais y revenir, que des soldats français étaient impliqués dans la guerre en Ukraine. Pour quelle raison? Parce que l'OTAN a attaqué la Russie. Donc la Russie est bien obligée de se défendre. Ça, c'est la justification vraiment profonde de la guerre en Ukraine par Vladimir Poutine depuis février 2022. Donc ce message, il s'adresse en partie à nos opinions publiques qui sont plus ou moins perméables, pas totalement d'ailleurs, mais on peut voir qu'il y a un certain nombre de gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux qui adhèrent à ce discours-là, mais il s'adresse aussi et surtout peut-être à mon avis aux Russes eux-mêmes pour bien qu'ils comprennent
comprennent que la Russie est attaquée et que donc, si la Russie est attaquée, il faut qu'elle se défende et que la défense de la nation, ça implique des sacrifices, ça implique que ses enfants aillent se faire tuer au front, ça implique qu'on vive dans des conditions économiques de plus en plus difficiles. Une anecdote, en Russie aujourd'hui, depuis le début de la guerre, les pommes de terre ont augmenté de 200%. Alors je dis anecdote parce que ils achètent maintenant les pommes de terre. Ils en achètent en Mongolie, oui. Ils en achetaient en Biélorussie, mais Loukachenko n'en a plus à leur vendre. Donc vous voyez que il y a deux choses. Il y a les œufs aux États-Unis et les pommes de terre en Russie. Il faut expliquer pourquoi. Et tout ça, c'est de la faute des pays occidentaux. Là, en l'occurrence, dans les exemples de la France. Mais pour ça, il y a la propagande interne. Ils n'ont pas besoin d'une propagande externe pour ça, parce que la propagande interne, elle va réécrire les tweets de Trump en omettant que Poutine est fou, mais en bien soulignant que Zelensky ne dit pas ce qu'il faut. Donc, à la différence, pardon, Aglaé. C'est le marché interne. À la différence, Arthur, c'est que en Russie, on peut parler d'armée. On parlait de l'usine à Troll, elle était à Saint-Pétersbourg, il y en avait d'autres de feu Prigojine. Ça continue aujourd'hui. Ceux qui font cette attaque cyber, c'est bien évidemment des gens qui travaillent uniquement là-dessus. Pourquoi nous on ne fait pas la même chose ? Parce que c'est pas notre histoire, notre tradition et nos méthodes. Et parce qu'effectivement... qu'est-ce qui dit qu'on ne le fait pas, surtout ? Oui, mais malheureusement, je pense qu'on ne le fait pas pour ces raisons-là. Oui, mais il faut bien voir aussi que effectivement c'est une pratique russe. Mais nous, notre effort est surtout porté à déjouer cette guerre informationnelle qu'elle mène surtout à nos opinions publiques dans le but de la polariser. Parce qu'ils ont bien identifié une faiblesse pour nos démocraties, surtout en temps de guerre ou dans un temps de guerre prochain, c'est qu'effectivement, nos dirigeants politiques pourraient être paralysés par une société publique complètement polarisée sur ces questions et complètement divisée. Alors on l'attendait plus tôt, ça n'a rien à voir avec la guerre cyber. Damien Bancal, merci d'être avec nous. Voilà, vous arrivez, mais impossible de passer à côté de votre expertise. Deux petites questions. On va parler dans un instant d'un problème. On sera aux États-Unis, le problème Musk, qui maintenant critique son ami et son patron. Mais Damien, puisque vous êtes avec nous sur cette cyber-guerre, la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi pas nous ? Pourquoi on est mauvais ? Et est-ce qu'on est mauvais ? Est-ce qu'on fait la même chose que les Russes ? Alors, est-ce qu'on fait exactement les mêmes choses que les Russes ? J'en sais strictement rien. Mais par contre, qu'on y réfléchisse, il ne faut pas oublier qu'on est dans ce qu'on appelle l'art de la guerre. Vous savez, ce livre est écrit il y a 2500 ans. On est quand même dans un espace où la mission est de perturber l'opinion publique et de provoquer la défiance. Donc, nous, de notre côté, on a l'une des meilleures méthodes pour répondre à tous ces fake news et autres manipulations, eh bien, c'est d'en apporter les vérités, les preuves visuelles. Et croyez-moi, en Russie, ces informations passent aussi. Et c'est très important. Un exemple très concret, quand on voit par exemple ces images d'armement ultra-modernes russes, on peut voir sur certains forums et espaces russophones, justement, où ça fait fortement sourire. Donc je pense que la vérité prendra toujours le dessus, même si la masse de désinformation, pour le moment, noie un petit peu les esprits qui essayeraient de gratter un petit peu véritablement la vérité. Damien, on parlait de guerre et on parlait d'armée. Est-ce qu'il faut s'y faire ? Est-ce que maintenant, à côté d'un bataillon ou à côté de canons et de chars, il faudra des militaires ou autres ou des spécialistes qui livreront cette guerre ? Ça existe déjà. Il faut savoir que la France a une énorme chance aussi, c'est de travailler sur le sujet depuis quand même quelques temps. On a même maintenant des militaires qui sont particulièrement spécialisés sur le sujet de la cyberguerre. Comment répondre ? Mais on a aussi comment répondre d'une manière un petit peu plus militaire, donc blocage de serveurs, ou en tout cas contrer une désinformation. Et puis aussi, n'oublions pas que sur le terrain, ce numérique est omniprésent. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, de grandes manœuvres numériques avec l'armée française. Et en septembre, on a l'opération Rempart 2025 qui, là, fait appel à des entreprises, mais aussi avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, parce que tout ça fait partie du contrôle et en tout cas de bloquer ces fake news et autres manipulations malveillantes numériques. Bon, voilà, en septembre, on va aussi entraîner des entreprises à comprendre comment mieux répondre et mieux se défendre. Damien, est-ce que nos démocraties par cette guerre sont menacées ? J'entends bien évidemment, c'est que nous avons des enjeux qui sont importants. J'ai dit nous Européens, nous Français bien évidemment. Nous, cette partie du monde, et il y a des rendez-vous, des élections.
Il y a des municipales, on parle beaucoup de 2027. Est-ce que ces armées, souvent on dit des armées de trolls, mais il s'agit peut-être plus de trolls, vous allez nous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par là que nos démocraties sont attaquées et seront attaquées, les opinions publiques ? Livre 3 de Machiavel, l'art de la guerre. Il faut faire croire aux sociétés qu'on est plus fort que vous. Et donc, du coup, montrer de l'image, montrer du contenu, c'est aussi un élément sur lequel il faut travailler dans l'éducationnel, chez nos enfants, nos adolescents, nos adultes, clairement nos politiques. Et on est obligé aujourd'hui de prendre ça clairement en compte. Aujourd'hui, ces guerres ne font pas que tuer malheureusement des hommes et des femmes. Elles sont là aussi pour manipuler les esprits. Je propose clairement, de relire les 2 livres que je vous ai cités là. Je pense qu'on pourrait malheureusement les trouver terriblement contemporains. La question aussi que je voulais vous poser, c'est est-ce que des démocraties ont des chances de gagner cette guerre hybride, guerre de la désinformation, contre des dictatures ou des pays qui ressemblent à des dictatures ? Alors si j'avais la réponse, je ne vous cache pas que je ne serais pas à la place où je suis là maintenant, mais clairement on peut se dire que les dictatures, elles n'ont qu'une seule chose à penser: dépenser de l'argent et avoir complètement faire fi de l'humain. Ce qui n'est pas notre cas dans nos démocraties. Donc en tout cas, cette guerre pour le moment est un peu compliquée parce que nous, on respecte la loi, on respecte l'humain, mais on est obligé de répondre à des gens qui, eux, s'en moquent totalement. Donc pour le moment, ça perturbe fortement nos démocraties, mais je pense aussi que les humains qui sont derrière leurs tweets, X sur Insta, peu importe en tout cas les réseaux sociaux, ils devraient aussi penser à commencer à réfléchir un petit peu plus. C'est pas parce que vous voyez un petit chat qui vous fait un gros sourire qu'il faut le repartager en oubliant de lire le texte qui d'ailleurs peut être manipulatoire en dessous. Restez avec nous, Damien, c'est tellement bien vu. Marc, le problème c'est que parfois on peut en rigoler, effectivement, parce que je me souviens de ces dessins animés qui avaient été produits par Wagner, avec des souris montrant des militaires. Le problème c'est que tout d'un coup les têtes des militaires se changeaient, ça devenaient des têtes de mort. Il y avait bien évidemment des images symboles. Du Mali et du Burkina Faso. Des images symboles reprenant certaines croix gammées. Donc il y a toute une opération effectivement derrière. Ça nous a coûté beaucoup. Donc il y a quand même quelque chose de dangereux, il y a quelque chose de menaçant pour nos démocraties. Oui, bien sûr, c'est évident, et c'est là-dessus d'ailleurs que c'est à ça que visent ces messages. C'est effectivement accroître les fractures, accroître les failles. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi un message, un contenu fonctionne. Parce que, bon, la technique, elle est toujours là. Et qu'est-ce qui fait... On parlait du cas de la Roumanie, notamment Caline Georgescu, dont l'élection avait été annulée en novembre. Pourquoi brusquement s'est enflammé sur TikTok ? Oui, qui aurait été élu grâce à la Russie, notamment sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi le message fonctionnait. Or, à chaque fois, je pense que là est le plus important. C'est de voir sur quelle faille ça joue, sur quel rêve, sur quelle frustration, sur quelle peur ça joue. Et effectivement, le propre de toute cette propagande, c'est de miser là-dessus. Ces pays... Quand nos démocraties vont mal, quand elles s'interrogent, on devient les cibles ? Enfin, plus encore ? On est des cibles parce qu'on s'oppose à ces réalités autocratiques, populistes, etc. Mais on voit aussi que finalement, on n'est pas si désarmé que ça. Que malgré ces succès de propagande et tout, d'une certaine façon aussi, les fakes, par leur ampleur même, commencent à la fin à s'auto-détruire, à s'auto-annuler. Et donc, on peut ne pas désespérer sur la capacité d'un nombre en Roumanie, Marc, ça a amené à annuler l'élection quand même, ce qui est quand même un problème démocratique extrêmement grave, qui peut être reproché aussi. Oui, mais l'élection a été annulée parce que le type avait violé la loi. Oui, bien sûr, il avait violé la loi. Non, d'accord, mais donc, ça pose des problèmes à nos démocraties quand même. Pose évidemment, annuler une élection, c'est pas quelque chose d'anodin du tout. Mais on voit aussi, par exemple, mieux vaut l'annuler parce qu'elle a été chanstiquée que la valider. Oui, mais au moment où elle est annulée, les preuves ne sont pas forcément toutes disponibles. C'est là où c'est extrêmement compliqué. Ça avait été mauvais. Mais on voit qu'en France, les opérations, celles des étoiles de David bleu, celles des cercueils, celles des cercueils devant la Tour Eiffel, à la fin, ça a quand même fait pchit. Damien, juste dernière question quand même, on profite de vous jusqu'au bout. Quels sont les meilleurs pays aujourd'hui dans cette guerre hybride, dans cette guerre de la désinformation ? Toutes celles qui se disent que l'éthique et l'intelligence artificielle, ils s'en moquent complètement. Parce que là, le véritable problème commence à apparaître. L'intelligence artificielle est devenue un véritable outil dans les mains expertes de ces populations clairement malveillantes.
On prend un exemple, on sature l'espace médiatique, on exploite les failles technologiques, sur ça, on y rajoute l'intelligence artificielle, on la sature de fausses informations qui vont être reprises par des gens qui sont, eux, totalement honnêtes dans leur envie de récupérer une donnée, et ça se redispatche à une vitesse phénoménale, à la vitesse de la lumière. Donc là, clairement, on a vu que ceux qui mettent des moyens et des hommes dans la réflexion de « je ne diffuse que de la malveillance et l'important c'est de saturer », bon, ben, on les voit très clairement, hein, Corée du Nord, Chine et Russie sont quand même particulièrement bien pointus sur le sujet, même s'il existe d'autres pays qui, clairement, eux aussi ont des armées indirectes, tout simplement des nationalistes, des activistes plus ou moins contrôlés et contrôlables, et qui sont prêts eux aussi à faire écho d'informations qu'ils comprennent très clairement, nous perturber, nous, dans nos pays, et donc ils continuent à diffuser ce genre d'informations. Et pour les bloquer, c'est assez compliqué.